Jean. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, chers amis, je ne vous cache pas que je voudrais d'abord vous féliciter parce que d'avoir tenu un colloque sur ces sujets-là qui sont tellement centraux de la vie de notre société aujourd'hui et de nos démocraties est vraiment à remarquer. Et en plus, vous l'avez fait avec une qualité d'intervenant qui m'a vraiment impressionné. Autrement dit, franchement, la hauteur de vue des propos qui ont été tenus dans ces deux tables rondes, je vous assure, fait chaud au cœur, parce que c'est pas si fréquent que cela. Et je ne vous dis pas cela pour des propos de circonstance, ça serait un peu facile, mais c'est parce que je le ressens profondément, et donc je vous le dis sincèrement. La question d'origine, d'ailleurs, qui était les bonnes pratiques des entreprises peuvent-elles éclairer des décideurs publics, donner lieu à des développements, comme on le voit, assez larges, puisqu'on a fini par évoquer des tonnes de sujets qui étaient connexes, annexes, qui finalement, à un moment donné, sont liés. Je crois que, après tout ce qui a été dit, pas très facile pour moi de prendre la parole, encore une fois, parce que énormément de choses très fortes ont été énoncées. J'ai entendu des mots respect, écoute, courage. Vous les avez aussi entendus, ils sont au cœur de nos soucis aujourd'hui, de nos problématiques, j'y reviendrai. Mais peut-être déjà, pour prendre le point central de ce colloque, je voulais vous dire que s'agissant de l'influence possible des bonnes pratiques des entreprises privées dans le secteur public, je crois qu'en effet, elles sont possibles, mais peut-être que paradoxalement, elles sont aussi possibles dans l'autre sens. Et je vous le dirai à travers peut-être une expérience ou des exemples que je connais bien. Évidemment, beaucoup de gens pourraient vous expliquer que les deux mondes sont totalement opposés et très différents. Il y a tout un tas d'arguments pour expliquer que le monde public, le monde privé est si spécifique, si irréductiblement séparé que finalement faire des passerelles entre les deux serait un exercice extrêmement vain. Parfois, certains vous diraient absurde. Et vous le savez, cette position a été théorisée assez fortement à partir des États-Unis dans les années 70 par une série d'économistes dont le plus célèbre est Milton Friedman, était relayée d'ailleurs par des personnalités politiques dans le monde anglo-saxon. Je pense à Reagan, je pense à Thatcher, je pense à cette période-là. Et il était clair que ces économistes et ces mouvements de pensée ont contribué à créer ce capitalisme anglo-saxon qui aujourd'hui reste, qu'on le veuille ou non, dominant, même s'il y a des nuances qui apparaissent. Et il faut comprendre que ce qui a été soutenu dans ces théories-là reste extrêmement vivace, plus qu'on ne le pense. Et d'ailleurs, il ne manque pas d'arguments. On peut toujours expliquer que, comment voulez-vous comparer l'État qui recherche en permanence l'intérêt général et les entreprises qui, de leur côté, s'occupent de l'intérêt des actionnaires, des clients, qui s'occupent de leurs salariés, certes, qui cherchent des parts de marché, bref, à faire du profit, dans un environnement concurrentiel que les États ne peuvent pas connaître puisqu'ils sont eux-mêmes uniques dans leur genre, chacun dans son État. D'autres arguments, comment voulez-vous rapprocher l'État des entreprises, l'État qui dispose des moyens propres, la fameuse coercition légitime, fidèle à Max Weber, par rapport aux entreprises qui, elles, n'en disposent pas ou n'y disposent que de leurs propres moyens. C'est un bel argument pour dire que ça n'a rien à voir. On pourrait évidemment, et je vous assure, développer des tonnes d'arguments, je ne vais pas le faire trop ici, mais pour démontrer une espèce d'incongruité totale entre l'inspiration réciproque entre l'État et les entreprises, l'existence de domaines régaliens, par exemple, l'évidence concerne l'État, les entreprises ne savent pas ce que c'est. La question du suffrage universel, pour aller dans le détail, est un sujet qui est moins connu dans l'entreprise que dans le monde public. Voilà, je prends des exemples, vous les connaissez bien, mais enfin, il faut savoir qu'il pèse lourd dans les débats qui ont pu avoir lieu et qui ont lieu encore sur la question du rôle de l'entreprise par rapport au rôle de l'État.
Bon, pourtant, et je ne vous surprendrai pas en vous disant cela, si on veut bien abandonner une seconde des postures de principe, l'heure aujourd'hui est à la convergence, au moins, en tous les cas, au rapprochement entre la sphère des entreprises et celle de l'État. Je le pense profondément. Je pense que nous avons écouté cet après-midi d'un débat le confirme à travers tous les angles sous lesquels le sujet du travail a été étudié. Pour ma part, vous vous en doutez, cette évolution me rend heureux parce qu'il y a tout de même un certain temps que je défends l'idée que l'entreprise, en tous les cas dans la vision d'un certain capitalisme responsable, a un rôle politique. Politique au sens noble du terme, s'entend rôle de la cité. Je l'ai écrit, je l'ai dit, et je pense que c'est en train de devenir une réalité, ce qui veut dire que ça contribue à faire comprendre que tant l'État ou le secteur public que les entreprises ont un rôle à jouer par rapport à l'intérêt général, les uns à côté des autres, les uns avec les autres, mais qu'aujourd'hui, quels que soient les acteurs, les associations, les territoires, les acteurs de la société civile, tout est en train de mener, en particulier dans nos continents, en Europe, en France en particulier, vers cette convergence qui honnêtement me réjouit. Alors, je vais vous dire très honnêtement, je n'ai pas attendu de présider le groupe Renault pour m'en convaincre, mais c'est vrai que même depuis ces dernières années, il me semble que ce mouvement est en train de devenir de plus en plus net et de plus en plus aigu. Et ce ne sont pas les conversations que je peux avoir avec l'État français qui est actionnaire de Renault ou avec les différents intervenants du monde public qui évidemment entoure toute notre action qui me font changer d'avis. Je crois au contraire que ces débats, ces discussions sont en train de s'enrichir mutuellement et le propos que je tiens de convergence est en train de vraiment correspondre à une attente de part et d'autre. J'ai eu ces expériences dans ma vie professionnelle. Je veux dire que le jacobin que j'étais après 15 ans de vie à Clermont-Ferrand, dans les conditions que vous savez, m'ont rendu assez girondin, même si j'en connais les limites. Mais ce que j'ai constaté dans cette période-là, mon action de président de Michelin était souvent très accaparée par ma volonté propre à cause de l'action locale, l'action régionale. Je co-présidais l'agence de développement régional Auvergne-Rhône-Alpes, je m'occupais des questions portant sur l'université, etc. C'était un sujet qui devenait presque naturel pour les interlocuteurs du groupe Michelin, même si vous savez que je pouvais être pas mal pris à l'étranger, mais c'était un sujet majeur et qui, pour moi, illustrait que c'était possible, illustrait qu'il pouvait y avoir des accords incroyables, publics-privés, dans les régions. Monsieur le Premier ministre, vous ne me contredirez pas dans ce point, j'espère, parce que c'est véritablement une attente et que je crois qu'il faudra traduire rapidement dans les institutions françaises si on veut ne pas perdre des occasions importantes. Voilà, je le dis comme je le pense. Évidemment, pour traiter de conclusion que vous m'avez demandé de partager avec vous, je vais reprendre, si vous voulez bien, les deux grands thèmes qui ont été évoqués au cours des tables rondes. Le premier est évidemment la question de la légitimité de la décision. Je crois qu'un des traits marquants de notre époque, c'est un espèce de grand écart, pour ne pas dire un effet de ciseau, entre d'une part la perception d'un monde de plus en plus complexe, et vous l'avez évoqué fort savamment tout à l'heure, et d'autre part un sentiment de défiance généralisée. D'un côté, nous sentons qu'il est de plus en plus difficile de décrypter le monde et son enchevêtrement de dimensions, qu'il soit politique, géopolitique, économique, écologique, technologique, social, éthique, que sais-je. Et de l'autre, il nous faut affronter le passage d'une société de confiance relative qui existait objectivement il y a quelques décennies. Je pense aux écrits d'Alain Perfit, qui a écrit cet ouvrage La société de confiance. Nous étions en 95, c'était assez porté et pensé à l'époque. Nous sommes passés de cette société-là, et vous l'avez dit vous-même, à une société de défiance généralisée. Et cette société de défiance, marquée par tout rejet d'autorité, suspicion permanente, exigence de transparence, on en a dit un mot tout à l'heure, mais qui parfois se confond avec le voyeurisme. Je pense qu'en plus que cette tendance qui est aggravée par la théorie du complot, la production régulière de fake news, comme on dit aujourd'hui,
tout ceci qui nourrit en boucle la défiance. Cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, reconnaissons-le, elle s'apparente vraiment à ce qu'on appelle la société de défiance, que certains auteurs comme Cahuc et Algan avaient écrit récemment. Je vous le dis sincèrement, pose aujourd'hui un vrai défi à la collectivité nationale. Je le disais en aparté au Premier ministre tout à l'heure, c'est pour moi une menace sur la démocratie. Et elle est là. Et il est intéressant de s'en occuper. Alors, dans un tel contexte, tout responsable dirigeant, qu'il soit en charge d'une entreprise, d'une association, d'un département ministériel, d'une collectivité, que sais-je, service public, doit aujourd'hui se résoudre à l'idée qu'il doit franchir 2 obstacles lorsqu'il souhaite prendre une décision. Le premier, c'est l'obstacle de sa propre légitimité en tant que responsable, on en a bien parlé tout à l'heure, et évidemment l'obstacle de la légitimité de sa décision. Le premier obstacle, et certains intervenants l'ont bien traité, est franchi par ce que j'appellerais l'exemplarité. Sans exemplarité, pas de légitimité, sans légitimité, pas de confiance, sans confiance, pas d'acceptabilité de la décision. Je m'excuse si j'emporte là quelques portes ouvertes, mais il est bon de le rappeler de temps en temps de façon un peu ferme, parce que c'est parfois un peu oublié. Le deuxième obstacle, vous vous en doutez, il est surmonté en donnant du sens à la décision. Nous le savons parfaitement, même si une décision peut être imparable et techniquement incontestable, je ne veux pas rappeler des débats publics récents dans notre pays, elle ne sera pas acceptée, cette décision, si elle n'est pas expliquée, mise en perspective et à minima partagée. Et c'est là, mesdames et messieurs, je ne vous étonnerai probablement pas en vous disant ça, que la notion de raison d'être prend toute sa dimension. Lorsqu'à l'époque, en 2018, le temps passe vite, j'ai eu l'honneur de rédiger avec Nicole Notin un rapport sur le rôle de l'entreprise, honnêtement, je n'imaginais pas que la notion de raison d'être aurait depuis une telle fécondité. C'était un objet improbable que les plus éminents juristes du pays regardaient comme une poule regarde une clarinette, en se disant qu'est-ce que je vais faire de ça. C'était incadrable, incasable. Mais finalement, petit à petit, les choses sont devenues claires et vous le savez aujourd'hui, c'est devenu malgré tout un élément essentiel non seulement de la confiance à créer, mais de la stratégie des entreprises. Définir une raison d'être d'une entreprise, c'est définir le sens d'une action collective, même si elle nous dépasse, et qui va, qu'on le veuille ou non, donner à chaque salarié l'envie de s'y associer. On peut la définir comme on voudrait, mais à chaque fois que j'ai expérimenté le processus de création et déploiement d'une raison d'être d'une entreprise, que ce soit chez Michelin, avant même de rédiger le rapport avec Nicole Notin, Saint-Gobain récemment, ou chez Renault en ce moment, j'ai constaté son immense puissance fédératrice. Alors évidemment, il ne faut pas que cette raison d'être se cantonne à quelques mots portés par la gouvernance. Le risque existe, ne nous cachons pas. J'en ai des exemples en tête, je les tairai par pudeur. Mais le danger existe que le sujet soit un peu négligé ou considéré comme un slogan publicitaire. Soyons clairs, pour être légitime, il faut que cette raison d'être soit conçue, discutée profondément avec l'ensemble des parties prenantes. Et ça prend du temps, c'est pas grave, parce que seule l'adhésion globale compte à la fin. J'ai entendu tout à l'heure des propos très sensés sur ce domaine. Je vous donne un exemple. Au sein de Renault aujourd'hui, nous avons enfin une raison d'être. Il était temps. Nous avons aussi, je l'ai souhaité, un comité de la raison d'être, vous l'appelez comité des parties prenantes, dont le rôle que je découvre incroyablement fort est de communiquer au conseil d'administration et au management le sentiment que les uns et les autres, venant d'horizons très divers, peuvent se faire sur la façon dont l'entreprise met en œuvre sa raison d'être. Et croyez-moi, l'exercice est assez décapant. Après, évidemment, tout est une question de mise en œuvre. Il faut, on l'a dit ici, que chaque salarié s'en empare. Croyez-moi, j'y suis particulièrement attentif. Mais cette puissance fédératrice de la raison d'être sera décuplée lorsqu'elle porte sur un projet positif, tourné évidemment vers des réalisations concrètes et maîtrisées, parce qu'à la fin de tout cela, il y a une forme de fierté.
Voyez-vous, mesdames et messieurs, on évoque beaucoup aujourd'hui le malaise des sociétés occidentales. On peut sans doute attribuer en partie au sentiment de perte de souveraineté, sentiment très lancinant d'ailleurs, que ce soit une souveraineté économique, culturelle ou politique. Bien. Chaque fois qu'une entreprise s'inscrit contre cette tendance, à travers sa raison d'être, elle regagne très rapidement son socle de légitimité et rend beaucoup plus aisées les prises de décision, même les plus difficiles. Je l'ai constaté lorsque nous avons décidé récemment d'asseoir la reconquête de Renault sur le territoire français. Installer la valeur ajoutée du groupe en France, honnêtement, ça vous paraît peut-être évident, c'est un sacré pari. Je ne vais pas rentrer dans le détail du pari, parce qu'on pourrait y passer des heures. Mais le fait de le dire, de l'annoncer, de le partager en amont avec la population, et non seulement les représentants syndicaux, évidemment, au premier chef, mais aussi la population des usines, etc., a fait que ce qui n'était pas évident du tout est devenu un élément de fierté et une volonté commune de réussir ce fichu pari. Et croyez-moi, monsieur le Premier ministre, c'est un pari gigantesque. Voilà. Et comme dans tous les paris, on ne les a pas gagnés d'avance. Voilà. Une fois que je dis ça, ça n'empêche pas l'adhésion. Et je rends compte aujourd'hui que finalement, nous sommes en train, j'allais dire, de créer cette espèce de ciment qui nous réunit autour de cette raison d'être. N'oublions jamais qu'au fondement de la raison d'être, il y a tout simplement le sens de l'action. Alors évidemment, quand on parle de sens de l'action, il y a deux, évidemment, acceptations du mot. Le sens comme signification et le sens comme direction. La signification, c'est évidemment l'explication du sujet. La direction, c'est l'étoile polaire. Ce que j'appelle l'étoile polaire, c'est-à-dire le sens de l'avenir accroché aux racines du passé qui fait le lien de toute l'histoire de l'entreprise avec son futur. Je crois que si on veut un élan collectif, il faut que ce double besoin de sens, qui est absolument vital, permette de changer le paradigme. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps, nos sociétés étaient assez paisibles. Alors évidemment, on a connu des événements effrayants dans le monde, y compris dans notre pays, mais on pouvait s'accorder sur certaines grandes idées. Le progrès, la croissance, le rôle positif de la science, les bénéfices de la mondialisation, souvenez-vous. Et puis on n'était peut-être pas d'accord sur les modalités, entendu, mais en général, on se disait, voilà, on sait que ça tient la route et comment est-ce qu'on va partager les fruits. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, et je veux dire que les constats qui ont été faits sont impressionnants, mais il suffirait de regarder les études d'opinion au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure pour se rendre compte que le monde a changé de ce point de vue-là. Et que, en fait, une part croissante de la société, pour ne pas parler que de la jeunesse, c'est toujours soucieux quand on dit les jeunes par rapport aux autres, en fait c'est plus compliqué que ça, vous le savez très bien, ne partagent plus ces vaches sacrées dont on parlait tout à l'heure. Elles sont tombées de leur piédestal et, j'allais dire, au-delà de la question de l'autorité en général, les idéologies nouvelles sur l'écologisme radical, après tout on en a des exemples tous les jours, la question de la décroissance qui est prise très sérieusement, et parfois dans des débats on se fait agresser sur ce sujet de la croissance et de la décroissance, il faut se rendre compte de l'agressivité des propos qui sont tenus. Les représentations relayées par les médias, souvent, pour ne pas parler de la publicité des médias, qui n'arrangent rien. Et vous le savez, le consensus est de plus en plus difficile à trouver. Pas simplement pour proposer des solutions d'ailleurs, mais simplement pour poser un diagnostic. Et donc pour moi, j'espère que vous partagez ça, la seule manière de retrouver un socle minimum de vision commune, qui est la condition de la légitimité, c'est de rechercher inlassablement le sens global en questionnant la raison d'être. Alors, si l'on en vient maintenant à l'application de la décision. Alors, tables rondes ont été très claires là-dessus. La légitimité d'une décision est une condition nécessaire. Soit, elle n'est juste pas suffisante pour que cette décision s'impose. Et là, j'ai entendu des développements parfaitement pertinents, des exemples extraordinairement précis, et plus ils étaient concrets, plus ils étaient, j'allais dire, pertinents. Mais il faut le comprendre, et je résumerai peut-être ce qui a été dit en gros déjà, c'est que le processus de décision respecte un certain nombre de conditions. Et la première de ces conditions, pour moi, ou du moins une des principales, c'est la qualité du dialogue entre les managers et leurs équipes, et surtout une meilleure reconnaissance des acteurs, et tous les mots sont importants, ainsi que leur responsabilisation. Je l'ai dit, une meilleure reconnaissance des acteurs et de leur responsabilisation. J'ai eu, vous l'avez évoqué,
la chance d'écrire ou de superviser l'écriture avec Sophie Thierry d'un rapport sur les assises du travail qui vient d'être publié. Je dois dire que saisis l'occasion pour remercier tous ceux qui sont intervenus dans ces débats. C'était juste fondamental. Leur présence était précieuse. Yves Mathieu, qui était un des 3 grands référents en charge de la démocratie au travail, a fait un travail extraordinaire, c'est le cas de le dire, et je saisis cette occasion pour vous remercier encore chaleureusement pour ce que vous avez fait. Mais vous étiez là aussi, M. Grosset, et vous avez participé à ces éléments, certains autres. L'UNSA a été représenté, enfin j'en passe, et des meilleurs. Nous avons parlé avec 120 représentants du monde social français, donc extraordinairement représentatifs. Et au fond, si l'on fait un peu le point, et j'en profite au passage, pardonnez-moi, puisque Patrick Bernasconi est là, je voulais dire que le CESE a joué un rôle important dans cette affaire. Je fais peut-être une annexe, mais qui est quand même liée à mon propos. Je pense aujourd'hui que le CESE est une institution extrêmement utile. Et je ne dis pas ça parce que vous êtes là. Elle est précieuse pour la démocratie, et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit dans l'enceinte même du CESE il y a quelques jours, et que, Monsieur le Premier ministre, je serais heureux de voir dans l'avenir, si réforme des institutions il y a, de voir cette institution qui est un terreau de la démocratie, y compris sur le plan régional, jouer un rôle plus important. Et du coup, les échanges et les débats de ces assises du travail ont été extrêmement riches et fructueux. Et si je vous en parle, c'est qu'il y a un lien très fort avec ce que nous venons de débattre ici. On le sait, le monde a changé, la relation au travail a changé, la pandémie a accéléré les choses. Je ne reviens pas sur des choses qui sont maintenant évidentes. La demande d'un meilleur équilibre, travail, vie personnelle, vous connaissez tout ça. Mais ce qui ressort fondamentalement des travaux, et j'en étais personnellement heureux parce que convaincu au départ, c'est qu'il y a une immense attente d'écoute, de respect et de reconnaissance. C'est juste frappant. Et je dirais à la limite, tout le reste n'est pas secondaire, parce que ça peut faire l'objet d'aménagements, éventuellement quelques aspects réglementaires ou législatifs, etc. Mais ces aspects-là sont juste fondamentaux et, je le dirais franchement, touchent le monde privé comme le monde public. Une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, j'ai souhaité que les propos que nous avons tenus dans le cadre de ces assises, en tous les cas le rapport le témoigne, soient tous aussi, j'allais dire, considérés par le secteur privé que par le secteur public. Et quand j'ai énoncé ça devant tout le monde, j'avais beaucoup plus, pardonnez-moi, qu'un succès d'estime. Et donc je pense qu'il y a là des sujets absolument fondamentaux. Et si je devais affirmer, j'allais dire, fortement une conviction, c'est que le phénomène de la décision dont nous parlons aujourd'hui ne peut plus aujourd'hui s'affranchir de cette nécessaire étape de conciliation et d'échange préalable, parce que cette notion d'écoute, cette question de reconnaissance, cette question de respect passe par là. Vous l'avez dit, je l'ai entendu, je ne fais que vous le confirmer, mais en insistant, je veux vous dire que si dans notre pays, nous ne passons pas à l'étape supérieure de ce côté-là, nous nous préparons des jours compliqués. Plus que jamais, pour qu'une décision s'applique, elle doit s'appuyer sur la très bonne articulation entre les aspirations de plus en plus individualisées, d'une part, et le cadre collectif. Prenez-le comme vous voulez, mais on n'en sortira pas si on ne met pas en œuvre cette osmose. Tout ceci répond à une demande de participation, une vraie demande. J'entendais Yves le dire tout à l'heure, une attente énorme. Je le vois chaque fois que je vais dans un site du groupe Renault. Je vous témoigner de cette incroyable attente. Quand on parle de ces sujets en interne, on pourrait y rester des heures, tellement ça a manqué. Et voyez-vous, cette articulation entre ces aspirations individuelles et collectives répond à cette demande de participation, d'autonomie et de reconnaissance. On a beaucoup parlé de la généralisation du dialogue professionnel. Ça m'intéresse parce que tout à l'heure, vous en avez parlé directement. On a expliqué que le sujet de la relation entre le manuel de proximité et les équipes était juste fondamental. Vous l'avez décliné sous tous les angles.
Mais le plus surprenant, c'est qu'on a l'impression de dire des choses évidentes. Mais quand on regarde le panorama des entreprises en France, pour ne pas parler du secteur public, on est effaré de voir que ça n'a absolument pas la même ampleur que l'on imagine intellectuellement ici dans cette salle. Et donc il faut le savoir, parce que si on ne capte pas ça, si on ne capte pas ce message, on rate, je crois, une occasion importante de progrès. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se substituer au dialogue social, on l'a dit de façon très claire, il faut que ce soit complémentaire, mais ce dialogue professionnel à tous les niveaux, y compris au niveau local, la question de représentants locaux des organes de dialogue social dans l'entreprise, tous ces thèmes-là qui ont tellement besoin d'être mis en œuvre, je crois que si nous avons fait œuvre utile dans ces assises du travail, c'est précisément de les mettre en avant et d'essayer de les faire porter dans les débats qui doivent maintenant s'ouvrir dans notre pays. Alors évidemment, on a évoqué tout à l'heure, et on pourrait le dire ici, et j'en suis totalement heureux, le rôle important que jouent les représentants des salariés au sein des conseils d'administration. En écrivant le rapport avec Nicole Notat, j'ai suggéré que l'on accroisse le nombre. Je n'étais pas forcément bien vu par le patronat de l'époque. Je ne vous cache pas que j'ai connu quelques échanges un peu difficiles. Mais aujourd'hui, ça s'est fait, et à ma connaissance, de façon très heureuse, puisque finalement, ça se passe très bien. Je voudrais vous dire aussi que le corollaire de cette qualité de dialogue, c'est la reconnaissance des acteurs. Cette notion de reconnaissance, je le dis parce que tout le monde en parle, ce besoin des générations actuelles, et encore pas seulement des jeunes, d'être reconnus dans leur travail, de vérifier que finalement, au-delà du sens collectif de l'action qui est en général traduite par la raison d'être, il y a la prise en compte du sens individuel, qui est le deuxième étage. Ce besoin de reconnaissance qui est absolument vital se traduit aujourd'hui par une nécessité fondamentale de changer le style de management global des entreprises françaises et de la fonction publique. Alors vous allez me dire que c'est sympathique, que je rêve en technicolor, et que finalement tout ça, ce sont des propos en l'air. Je ne crois pas. Je crois au contraire que c'est juste fondamental. On l'a évoqué tout à l'heure. Si nous ne franchissons pas la barrière fondamentale consiste à changer le management ou les pratiques managériales en France globalement, eh bien je pense que nous ratons là également la cible. Alors, en deux mots, la question de la reconnaissance et la question du respect, la question de l'écoute sont au cœur de mon propos. On l'a évoqué tout à l'heure, retenons-le bien, il faut que les managers dans notre pays changent de culture. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas en train de le faire. Je dis simplement que quand on regarde l'image globale, le travail devant nous est immense. Que nous devons passer rapidement partout où ça existe. Et je pense que dans la fonction publique, c'est peut-être encore pire que dans le secteur privé. D'un management vertical, hiérarchique, à un management beaucoup plus horizontal, qui ne veut pas dire autogestion, mais qui veut tout simplement dire autonomie dans un cadre stratégique défini par les managers, parce qu'il faut des dirigeants, il faut des gens qui donnent le sens, il faut qu'il y ait des gens qui prennent des décisions, je l'ai entendu tout à l'heure, mais que l'exécution se fasse sur la base d'une reconnaissance des acteurs, d'une écoute, d'une autonomie confiée, mais aussi, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur, et c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas, la capacité pour les acteurs d'être responsables, c'est-à-dire de répondre de leurs actes et d'assumer leurs succès comme leurs échecs. Et quand on a dit ça, on comprend pourquoi ça devient plus difficile, parce que ce sont des attitudes qui sont parfois orthogonales au sens social français. Je le dis comme je le pense. En attendant, cette question de reconnaissance d'autonomie passe par là. Ça veut dire une révolution managériale, ça veut dire des formations massives dans notre pays, ça veut dire que les managers doivent comprendre que leur rôle s'ennoblit en quittant leur rôle de verticalité pour passer à un rôle de développeur de talent, d'être silencieux devant une équipe qui gère son autonomie, mais qui est là pour résoudre les problèmes de l'équipe et non pas pour la contrôler le soir sur les ordres qui ont été donnés le matin. J'espère que je me fais comprendre. Eh bien, lorsque l'on fait cette révolution, j'ai eu le bonheur de la faire pendant 10 ans chez Michelin, je peux vous dire que jamais on ne reviendra en arrière.
et qu'aujourd'hui les résultats de l'entreprise et la performance de l'entreprise doivent énormément à cette révolution qui a eu lieu dans Michelin ces 10 dernières années. Ça a été parfois très dur, ça a été très long, il y a eu des échecs. C'est terrible, c'est extrêmement difficile parce qu'on touche à la mentalité, on touche aux peurs de la sensibilité humaine. Mais quand on le fait, mon Dieu, quel changement. Alors vous voyez à quoi je m'occupe chez Renault aujourd'hui. Voilà. Vous l'avez compris, pouvoir d'agir, mais aussi être responsable, éviter les frustrations, tout ça est facile à dire, parfois plus difficile à mettre en œuvre. Je l'ai dit, et je ne vais pas inciter trop ici, mais n'oublions pas le secteur public. N'oublions pas que la question d'origine porte sur le lien entre les deux. Et il y a ici suffisamment d'autorité politique pour que je n'insiste pas sur les petits défauts de notre vie administrative et politique française, en particulier ces millefeuilles administratifs que nous connaissons bien, qui, objectivement, pour quelqu'un qui a vécu en région longtemps, sont familiers, mais dont je mesure parfaitement les problèmes et les inconvénients. J'aimerais vraiment que tout ce que nous disons là puisse un jour ou l'autre être transmise dans ce monde. Il y a un moment où une révolution doit avoir lieu, plutôt pacifique si je peux me permettre, mais nous n'échapperons pas à cette évolution-là, Monsieur le Premier ministre, si nous voulons que notre pays vive une démocratie paisible. En conclusion, je voudrais vous dire que d'abord, merci infiniment d'avoir pris cette initiative d'organiser ce colloque. Les propos qui ont été tenus, je l'ai dit tout à l'heure, sont de tout premier niveau. De ma part, je ne peux que me réjouir, que constater que, en fait, l'entreprise joue effectivement de plus en plus un rôle politique, c'est-à-dire un rôle important dans nos sociétés. L'entreprise, objet d'intérêt collectif, c'était le nom de mon rapport, avec Nicole Notat. Intérêt collectif, c'est-à-dire un intérêt qui joint le privé et le public. L'entreprise, lieu de cohésion, lieu de relations humaines, évidemment, où on concilie, il faut l'espérer, l'épanouissement personnel avec l'intérêt économique de l'entreprise. Mais nous l'avons dit, et je conclurai sur ces propos, pour que les décisions puissent être considérées comme légitimes et s'appliquent de manière efficace, qui est le sujet du jour, nos échanges ont montré que nous avons une ardente obligation, qui est d'engager une triple révolution. La première, c'est la révolution de la raison d'être. Donner le sens collectif. On a parlé des entreprises à mission tout à l'heure. On est en plein au cœur d'une des plus belles évolutions de nos entreprises en France. La révolution de l'écoute et du dialogue, on en a assez parlé, mais répétons-le. Et ce dialogue doit se placer au plus près des situations de travail. Et la troisième révolution, j'en ai assez parlé, c'est la révolution du management par la confiance. Elle repose évidemment beaucoup sur la tête des managers de proximité. Le monde du travail est menacé d'archipélisation, ce mot est à la mode. Je pense que le meilleur moyen, le meilleur antidote pour éviter ce délitement du collectif, c'est d'assurer concrètement la conformité entre la raison d'être et le vécu quotidien au travail dans l'entreprise. C'est aussi d'aller au bout de la logique du management par la confiance, qui suppose, et vous le savez très bien, à la fois l'encouragement à l'autonomie et à la responsabilisation. Pour finir, je voudrais simplement partager avec vous une phrase qui me revient tout à l'heure pendant que j'écoutais les débats. Une phrase de Mirabeau. Je ne portais pas forcément l'accord de toutes ses positions politiques, mais dans une séance des États généraux à Aix-en-Provence en février 1789, dans un moment d'exaspération, a déclamé que, mesdames et messieurs les représentants, on perd le droit de convaincre ceux qu'on refuse d'écouter. Je vous laisse avec cette phrase en vous remerciant pour votre attention. Merci. Bonsoir à tous. Très vite, juste quel bel après-midi, très lumineux. C'est une grande fierté donc pour nous et puis pour moi comme récente directrice générale de la Fondation Prospective et Innovation de ce très beau cadeau. Vraiment un immense merci à tous. À vous spécialement Patrick Bernasconi et puis avec ce quatuor d'excellence que vous avez composé avec Jean-Paul Bailly, Jean Grosset et Françoise Villain. C'est vraiment un merveilleux colloque très stimulant, très riche, qui est le fruit aussi de
de travaux exigeants que vous avez menés pendant 18 mois ensemble, avec des consultations larges et des expériences aussi concrètes qui vous ont été relatées. Un grand merci aux intervenants de vos témoignages, de votre authenticité aussi, de votre générosité pour partager justement toutes les bonnes pratiques qui ne manqueront pas, j'en suis sûre, d'éclairer tous les décideurs, publics et privés, et à tous les niveaux, les petits leaders, les moyens, les grands. Et ça, c'est important. Je retiendrai peut-être de cet après-midi la magie ou la dynamique du triangle magique, où finalement on a ces interactivités entre les forces du marché, les entreprises, les forces des pouvoirs publics et les forces de la société civile. Et on voit bien que face aux grands défis que nous avons aujourd'hui, c'est bien ces interactivités, l'équilibre de ces trois forces qui permettent de créer du consensus, de l'innovation et de relever les grands défis. C'est le sujet de notre fondation. Et donc, c'est vraiment, pour moi, un grand honneur. On le fait à travers, évidemment, toutes les réflexions que nous menons. Et vous allez les retrouver dans le Chérif, les missions à l'international que nous accompagnons pour la compétitivité des entreprises françaises, notre nouveau programme des entreprises dans l'air du temps aussi, sur lequel nous travaillons. Et donc, je vous convie pour notre prochain grand rendez-vous annuel, qui est donc le colloque au Futuroscope, qui sera sur gouvernance mondiale, la grande bascule, Europe, États-Unis, Chine, Sud global. Je pense que sur la complexité, nous allons être servis. Mais l'objet de ce colloque, justement, c'est la séance de la rentrée. On a des clés de compréhension, on prend conscience de cette complexité, on nourrit notre appétit d'apprendre. Et ça, c'est vraiment, je vous invite vraiment à venir. Et c'est dans la très belle région de France, puisque c'est au Futuroscope de Poitiers, ça va sans dire. Mais le 1er septembre, c'est un peu loin. Donc d'ici là, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, puisque nous aurons aussi en partenariat avec Business France et le Club des exportateurs, un colloque sur les nouvelles approches de la diplomatie économique au service des exportateurs. Et là encore, il y aura des réflexions très riches. En attendant, nous allons donc au salon Hubert Tonia, c'est ça ? Et donc, nous allons parcourir ce magnifique lieu de la Fédération des travaux publics et l'on sait à qui nous devons ce très bel aménagement. Donc, vous allez pouvoir sillonner, monter un étage et on va se retrouver dans ce très beau salon. Merci à tous en tout cas.